Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, le carnet People qui est à la une, avec le départ annoncé de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, lâchera les rênes de la direction générale dans les prochains mois pour rester toutefois président exécutif de l'entreprise. Son successeur s'appelle Andy Jassy et le symbole est fort puisque Andy Jassy dirigeait jusqu'à présent l'unité Amazon Web Services, le cloud d'Amazon qui pèse aujourd'hui plus de 50 milliards de dollars, une passation de pouvoir donc très symbolique et qui reflète justement la transformation de ce libraire en ligne devenu un géant de la technologie aujourd'hui. Amazon qui a atteint quasiment les 2000 milliards de capitalisation boursière sous l'ère de Jeff Bezos. On aura l'occasion d'en parler avec nos invités dans un instant. Et puis l'autre événement People du jour, c'est le retour aux affaires de Mario Draghi, en politique cette fois. Comme futur Premier ministre italien, il a été chargé effectivement par le président italien Sergio Mattarella de former un gouvernement technique pour tenter de résoudre la crise politique actuelle en Italie. Et Mario Draghi a accepté cette mission. Pardonnez-moi. Je m'en étouffe. Mario Draghi a donc accepté la mission. L'inflation qui bondit en zone euro, on y reviendra là aussi avec nos invités. Un bond spectaculaire pour l'inflation en zone euro au mois de janvier. Et puis on parlera de l'ère Figital dans le conseil en gestion de patrimoine avec le rachat de netinvestissement.fr par Primonial. Ce sera 19h15 dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse. Les infos clés du jour sur les marchés, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture à l'équilibre ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien reste au niveau de 5 563 points dans un volume d'échange relativement faible d'environ 3,2 milliards d'euros. Les investisseurs qui ont suivi tout au long de la journée la publication des indices PMI pour le mois de janvier. Ces derniers font état d'un recul de l'activité en Europe, même si celui-ci est moins marqué qu'attendu. En zone euro, tout d'abord, le PMI composite tombe à 47,5 points au mois de janvier, donc là où le PMI composite en France recule à 47,7 points. En France, toujours le PMI des services, cette fois-ci, passe de 49,1 points au mois de décembre à 47,3 points au mois de janvier. Et en Allemagne, on notera que le PMI composite recule à 50,8 points. On notera en revanche que l'Italie voit son activité service rebondir. Celle-ci passe de 39,7 points en décembre à 44,7 points au mois de janvier. Italie où Mario Draghi s'est vu confier la tâche par le président de la République de tenter de former un nouveau gouvernement suite à l'échec de Giuseppe Conte qui avait pris la décision de démissionner afin de tenter de reformer un nouveau gouvernement il y a quelques semaines à la suite du départ de Matteo Renzi de la majorité. On notera également en zone euro que l'inflation repasse en positif et atteint un niveau supérieur aux attentes des économistes. Celle-ci ressort à 0,9% en rythme annuel. Aux États-Unis, à présent, l'indice ISM fait état d'un rebond de l'activité dans le secteur des services, passant à 58,7 points après 57,2 points au mois de décembre. Une tendance confirmée par IHS Markit à l'origine des indices PMI qui constate lui aussi une progression de près d'un point au mois de janvier. États-Unis, toujours, l'enquête ADP montre que 174 000 emplois ont été créés aux États-Unis, donc dans les secteurs privés, au mois de janvier. Au-delà des statistiques publiées aujourd'hui, les investisseurs constatent que le gouvernement Biden avance aussi vite qu'il le peut en matière de plan de relance. Le Sénat a lancé les débats en vue d'une résolution budgétaire pour l'année fiscale 2021. Résolution qui constituerait une première étape vers un vote de réconciliation budgétaire qui permettrait aux démocrates de faire voter le plan de relance de 1 900 milliards de dollars avec une majorité simple et non un seuil minimum à 60 voix. Et aux États-Unis, toujours, Janet Yellen appelle de son côté les autorités de régulation à se pencher sur les récentes ruées spéculatives sur les marchés. Celle-ci devrait rencontrer la Fed, mais aussi la SEC ou encore la CFTC pour Commodity Future Trade Commission cette semaine.
Du côté des valeurs à présent, on notera tout d'abord à Wall Street la publication par Alphabet d'un chiffre d'affaires record grâce notamment à la publicité en ligne et au cloud. La publicité représentant 81% des 56,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires que la firme a réalisé au 4e trimestre. Apple qui annonce tout de même que sa division cloud a vu son activité plus que doubler en 2 ans. Amazon annonce de son côté un chiffre d'affaires de 125 milliards de dollars sur le 4e trimestre de 2020 avec un bénéfice net doublé sur la période. Sur l'année à présent, sur l'année 2020, Amazon réalise un chiffre d'affaires de 386 milliards de dollars pour un bénéfice de 21 milliards de dollars. Jeff Bezos en a d'ailleurs profité pour annoncer hier laisser son poste de directeur général du groupe à Andy Jassy à partir du 3e trimestre 2020. Andy Jassy qui dirige actuellement Amazon Web Services, la division cloud du groupe. À Paris à présent, Publicis annonce dégager un bénéfice net courant de 1,03 milliard d'euros en 2020 contre 1,19 milliard d'euros l'année précédente. L'activité du groupe a un peu mieux résisté aux États-Unis qu'en France et le groupe reste confiant pour 2021 grâce notamment à une bonne gestion des coûts. Les valeurs automobiles s'apprécient également alors que les ventes automobiles devraient rebondir de 10% en Europe en 2021 selon les chiffres des constructeurs automobiles européens. Une annonce qui place d'ailleurs Renault en première position de l'indice CAC 40 à la clôture, suivi de Publicis dont on vient de parler. Et à noter également que Veolia retrouve par décision judiciaire ses droits de vote en tant que premier actionnaire de Suez. On finit avec l'agenda de demain. Demain, les investisseurs découvriront les chiffres hebdomadaires du chômage aux États-Unis, mais également les ventes au détail en zone euro. Côté entreprise, ils découvriront en France tout d'abord les résultats annuels de Dassault Systèmes avant de découvrir à l'international les résultats de Deutsche Bank, de Ford Motors ou encore de Nokia. Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Michel Martinez est avec nous ce soir, chef économiste Europe de Société Générale CIB. Bonsoir et bienvenue Michel. Bonsoir. Comeback de Mario Draghi, comeback de l'inflation en zone euro. On va en parler avec vous dans quelques minutes. Xavier de Buren nous accompagne également, le directeur adjoint de la gestion d'Inocap Gestion. Bonsoir et bienvenue Xavier. Bonsoir Grégoire. Et Gilles Guiboud, le responsable des actions européennes d'Axem, qui est avec nous également ce soir. Bonsoir Gilles, merci d'être avec nous. Bonsoir Grégoire. Je le disais, le carnet People est à la une. On va parler du retour de Mario Draghi dans un instant, mais ne laissons pas Mario Draghi voler la vedette à Jeff Bezos, quand même, que je présentais comme peut-être le plus grand créateur de valeur de ces 20 dernières années, avec la taille qu'a atteint Amazon aujourd'hui, fondé au milieu des années 90, introduit en bourse en 1997, avec un parcours boursier spectaculaire, puisque le titre, depuis son introduction en bourse, a gagné plus de 170 000%. Quel hommage est-ce qu'on peut rendre à Jeff Bezos ce soir, Gilles ? Je pense que c'est surtout un hommage en bourse à la vision d'un homme qui a été capable, contre l'avis de tous les analystes, ce qui permet de relativiser un petit peu aussi parfois les convictions que peuvent avoir certains analystes. Combien, si on a une idée forte, et combien il peut être créateur de valeur de suivre cette idée. On lui a reproché pendant très longtemps d'investir sans avoir de visibilité sur les retours à attendre. C'était véritablement une vision, notamment sur la partie web service. Très longtemps, on a reproché à Amazon de ne pas faire de bénéfices parce qu'il réinvestissait tout. Et aujourd'hui, on en voit les résultats. Donc, c'est surtout, on va dire, cette constance et cette capacité à aller contre les idées reçues et à pas forcément se plier à l'avis général. Ça prouve qu'une entreprise, quand elle a alors, tout le monde n'a pas Jeff Bezos à la tête de son entreprise, mais quand elle a un fondateur, un entrepreneur visionnaire avec une forme de courage, elle est capable de résister à la pression du marché trimestriel, des résultats, des pertes qui s'accumulaient. Il a résisté à tout ça quand même, Jeff Bezos. Alors, c'est avant tout, je vais me faire le défenseur de la gestion active. C'est avant tout une pierre dans le jardin de la gestion passive, parce que l'analyse des chiffres, à part peut-être des stratégies qui suivent du momentum, et encore, l'analyse des chiffres résistait pas. Amazon ne passait pas l'analyse des chiffres parce qu'effectivement, on n'avait pas de visibilité sur la rentabilité future d'une activité qui en réalité n'existait pas. Et donc, c'est
quand on investit effectivement dans une entreprise, donc ça veut dire qu'on investit dans des hommes. Et ça, pour tous les gens actifs, c'est un message fort, parce que ça veut dire qu'effectivement, une partie du travail, qui est rendu compliqué aujourd'hui, parce qu'on ne peut plus faire justement ces rencontres où on les fait que par Zoom, mais qu'une partie du travail qu'on fait au quotidien, c'est justement de rencontrer ses patrons, pour justement être capable de mesurer, de tester, de valider, et de comprendre quelle peut être leur vision. Et ça rentre pas dans un modèle mathématique. Donc pour tous les chantres de la gestion quant, c'est un peu compliqué. Et de ce point de vue-là, il a des successeurs, Jeff Bezos ? Il y a déjà, je sais pas, des patrons emblématiques. Bon, on peut penser à Elon Musk, je sais pas, est-ce que il y a une filiation entre les deux de ce point de vue-là ? Est-ce qu'il a déjà des successeurs Alors, est-ce qu'on peut avoir là, devant nos yeux, un nouvel Amazon qui, dans 20 ans, pèsera 2000 milliards en bourse ? Alors, je pense qu'il y en a certainement, mais on ne les a pas forcément identifiés. Mais effectivement, Elon Musk pourrait peut-être être un de ceux-là, même s'il s'attaque à une industrie déjà bien établie, dans laquelle il va pas proposer un service nouveau, il va proposer une façon différente de le faire, et sur lequel on voit déjà que les concurrents sont déjà en train de répondre. Et si on regarde si on veut être un peu plus pragmatique, si on regarde les ventes de Tesla l'an dernier en Europe, elles ont baissé. Donc peut-être que Elon Musk le sera, peut-être pour la partie spatiale. Je ne suis pas convaincu, en tout cas sur la partie automobile, que ce soit, si on considère uniquement l'écosystème automobile, que ce soit le cas. Maintenant, là encore, la vision de Jeff Bezos, initialement, c'était la librairie en ligne. Et en réalité, son vrai succès, ça a été également sur le web service. Donc peut-être que Jeff Bezos, peut-être que Elon Musk, il faut le regarder sur le côté du stockage de l'énergie, qui est souvent ce qui est mis en avant pour ses défenseurs. Ah ouais. Pour les pros Tesla, effectivement, c'est là où il y a la vraie valeur de Tesla, plus que dans le nombre de voitures et de véhicules produits ou vendus. Qu'est-ce que vous retenez de l'ère Bezos, de ce qu'il a apporté à Amazon, de ce qu'il a apporté, j'ose pas dire au monde, mais quand même, enfin, je veux dire, ces 20 dernières années sont marquées, on est tous marqués par l'arrivée d'Amazon dans nos vies quotidiennes. Bah si, donc ça concerne effectivement tout le monde. Hein, oui, voilà, je ne veux pas metêtre trop d'emphase, mais... de gens qui ont utilisé au moins une fois dans leur vie. 1,3 million de salariés aujourd'hui. Voilà, c'est exceptionnel. Moi, je vais retenir deux choses. C'est, je pense, sa vision, évidemment, et sa capacité à s'adapter par rapport à des environnements qui changent, hein, vous l'avez dit, il est parti d'une librairie pour aujourd'hui avoir vraiment ce multiservice global et mondial qui est assez extraordinaire. Donc c'est ça que je retiendrai, c'est vraiment de dire que tout est possible, d'avoir, quand on a une vision, une idée qui vient s'intégrer et cette capacité à intégrer toute cette chaîne de valeur jusqu'au bout, je trouve ça assez remarquable. Ouais. Est-ce que Jeff Bezos, enfin Amazon sans Jeff Bezos, est-ce que ça peut être un problème pour le cours de bourse, pour l'activité de l'entreprise ? Voilà, quand on a régné pendant 20 ans à la tête d'une entreprise. Hein, ouais. Évidemment, je crois qu'il y a une telle inertie, une telle vision, une telle tendance dans le business que quand vous êtes aussi diversifié aujourd'hui et que vous avez des parts de marché aussi importantes, vos barrières à l'entrée, elles sont solides, elles sont fortes. Alors après, évidemment, il peut y avoir des erreurs stratégiques. Maintenant, vous l'avez dit, Bezos va rester comme président exécutif, donc il y aura toujours le développement continuera à se faire avec son avis certainement. Michel, en tant qu'économiste, je ne sais pas ce que ça représente pour vous, Amazon. C'est la baisse des prix partout, tout le temps. C'est les économies de plateforme. Ça veut dire quelque chose aussi sur le plan macro, Amazon. Sur le plan macro, pour l'instant, dans les chiffres, on ne l'a pas vu tout à fait. Hein. C'est le problème du développement des technologies de l'information. C'est ce que disait... ce que disaient les économistes qui ont étudié le sujet. Hein. On voit les ordinateurs partout, sauf dans les chiffres. En termes de gains de productivité, on ne le voit pas beaucoup. Hein. On sait bien que la croissance potentielle, elle a diminué, ralenti partout. Les gains de productivité, quand on les mesure, encore plus d'ailleurs que la croissance. Et sur les prix, c'est difficile. On voit bien que il y a du fait de la part des technologies de l'information qui s'est accrue, on voit bien que les
produits en technologie de l'information ont une inflation qui est moindre que d'autres produits et services, mais l'impact global, il n'est pas sûr que ce soit celui qui est le plus joué. Donc, en tout cas, sur les chiffres macroéconomiques. Ouais. L'hommage peut-être qu'on peut lui rendre, c'est celui dont on bénéficie tous en tant que consommateurs. Parce que, à ma connaissance, c'est le premier qui véritablement a appliqué ce que beaucoup réclament ou annoncent, qui est de mettre le consommateur au centre de l'attention. À tel point qu'il est le premier à avoir institué dans ses conseils d'administration une chaise vide, qui était le consommateur et le client final. Et en réalité, pour avoir des amis qui ont pu travailler chez Amazon, les anecdotes qui ressortaient, même en interne, c'est pourquoi tu poses cette question, en quoi ça intéresse le client. Et en tant qu'utilisateur, ce qu'on a tous, je pense, on a pu faire comme expérience, c'est de dire que quand on appelle suite à l'absence de réception d'un colis, il renvoie le colis sans même se préoccuper de savoir où est le colis en disant c'est pas votre affaire, on va s'en occuper. La satisfaction client. C'est la satisfaction client au cœur de tout. Et ça, c'est quelque chose qui a percolé nécessairement chez les concurrents qui ont dû venir s'aligner. Et ça, c'est quelque chose, en tant que client, pour lequel on peut vraiment rendre hommage à Jeff Bezos. On l'a un peu vu d'ailleurs dans les télécoms avec Xavier Niel, c'était un peu la même idée. Alors peut-être pas sur le service, ça c'est plus discutable, mais en tout cas sur cette capacité à dire qu'il faut faire baisser les prix, il faut que le consommateur il trouve son compte. Et Xavier Niel, c'est ce qui est arrivé en mettant le pied dans un oligopole qui était fait avec les télécoms, avec les prix qui étaient fixés comme il l'entendait. C'est un peu la même démarche, c'est-à-dire qu'on remet effectivement le consommateur au centre du jeu et c'est ces attentes qui priment sur le reste. Ça nous amène à parler de Mario Draghi. Je me souviens d'une phrase de Mario Draghi qui répétait assez souvent quand l'inflation était très basse en zone euro. Elle est toujours très basse. Alors, il n'allait pas jusqu'à mettre en avant l'idée que la déflation était bonne pour le pouvoir d'achat, mais il disait l'inflation basse, finalement, c'est très bien pour le consommateur. Il peut acheter plus de choses. Voilà ce que nous disait Mario Draghi quand il était à la tête de la BCE. Aujourd'hui, il est à la tête de l'Italie. Il est président du Conseil italien. Il va devenir président du Conseil italien avec l'idée d'essayer de former un gouvernement technocratique. Pourquoi est-ce que les marchés, déjà, c'est rare de voir des marchés réagir à une nomination possible, ou en tout cas à la formation d'un possible nouveau gouvernement en Italie. Pourquoi est-ce que les marchés réagissent aussi positivement aujourd'hui à l'appel du président italien à Mario Draghi, Michel? Déjà parce qu'on a une personne de grande stature à la tête du prochain gouvernement italien. Là, on peut quand même supposer que si Mario Draghi a accepté la proposition du président de la République, c'est qu'il est assez confiant qu'il soit capable, en mesure de former un gouvernement technocratique. Donc là, on part du principe que ça se fera. Je mentionne parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois que le président italien appelle plusieurs personnes pour essayer de former un gouvernement et ce soit infructueux. Dans le cas de Mario Draghi, vu la stature du personnage, on ne se pose pas vraiment ce genre de questions. Donc c'est d'abord ça, et puis après ça met un terme à une période de crise politique qui n'avait pas d'ailleurs affolé les marchés, mais qui avait créé un peu de tension. Et puis après maintenant c'est vrai que le marché a salué la nomination de Mario Draghi, mais nous on estime qu'il y a encore un potentiel de baisse sur les spreads. La prime de risque italienne peut encore se resserrer. Oui, mais qui dépend de la capacité du gouvernement à mener des réformes, à changer un peu les choses, et aussi bien sûr à dépenser l'argent du plan de relance. Et c'est sur ces sujets qu'on va juger Mario Draghi, sachant que son mandat, c'est pas un mandat politique global, il n'est pas chargé de faire des grandes réformes. Non. C'est un gouvernement technocratique, et donc son mandat, c'est bien sûr la lutte contre l'épidémie, dans toutes ses facettes, économique, confinement, non-confinement, stratégie de vaccination. Et l'autre mandat principal, c'est la préparation des prochaines élections, qui normalement devraient avoir lieu en 2023, mais que tout le monde pense qu'elles seront anticipées cette année ou l'an prochain. Et ça passe probablement aussi par une réforme électorale. Donc ça, c'est un sujet toujours un peu compliqué en Italie. Et puis il y a l'autre mandat qui est un peu moins clair, qui est effectivement le plan de relance,
parce que ça peut devenir tout de suite un sujet politique en fonction des choix qui seront faits. Et c'est pas le mandat, c'est pas le mandat d'un gouvernement technocratique. Est-ce qu'il a vraiment les atouts pour répondre à cette feuille de route? Ce que je retiens de Mario Draghi en tant que banquier central, président du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, évidemment, c'est tout ce qu'il a pu éviter comme crise à la zone euro au cours de ses mandats. Mais je retiens quand même de sa méthode que c'était une méthode qui était parfois jugée un peu brutale. C'est-à-dire que le consensus, c'était avant tout lui. C'est-à-dire que quand il nous sort le Whatever It Takes 12 juillet 2012, si je ne dis pas de bêtises, juillet 2012, il ne prévient personne. Et il va chercher le consensus ensuite. Oui, après, quand on connaît un peu l'histoire, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que c'est vrai qu'il sait s'imposer, y compris contre des gouverneurs de banques centrales très puissants. On pense à l'Allemagne, mais pas que l'Allemagne. Il n'a pas peur de ne pas faire l'unanimité. Mais si à chaque fois les décisions qu'il a prises ont été validées par le Conseil de gouverneurs, c'est qu'il y avait une majorité. Alors parfois, une majorité qui dans certains cas, qui ne représentait pas la majorité du PIB de la zone euro ou de la population de la zone euro, mais il avait la majorité. Et c'était cet aspect-là qu'il faut retenir, c'est qu'il a toujours eu l'intelligence. Il s'appuyait sur une légitimité. Voilà, il a une grande intelligence exceptionnelle, avec des convictions très fortes sur tous les sujets qui intéressaient la Banque centrale européenne. Et à chaque fois qu'il s'est avancé, qu'il a préempté les décisions de la BCE, il a toujours eu le vote favorable du Conseil des gouverneurs. Donc c'est un peu cet homme-là qu'on imagine à la tête de l'Italie, en tant que Premier ministre. Et que s'il dit quelque chose, ça va se faire. Gilles, vous connaissez particulièrement bien le marché italien chez AXA IM, vous spécifiquement. Est-ce que Mario Draghi peut mieux faire que Giuseppe Conte, qui était plutôt un président du Conseil assez populaire au final? Alors, il va sans doute effectivement pouvoir s'appuyer sur une majorité peut-être un petit peu plus large, parce qu'il va pouvoir récupérer des soutiens à droite, il va en perdre un petit peu à gauche. Il est vu un peu comme l'homme providentiel. C'est pas la première fois en Italie. On a déjà eu des gouvernements technocratiques au cours de ces 20 dernières années. Me viennent en tête Mario Monti et Romano Prodi, qui tous deux avaient des profils qui ressemblaient, c'est-à-dire que c'était avant tout des grands technocrates européens. Alors lui, en plus, était banquier. Mais ils avaient un peu la même perception, quoi. Ils étaient perçus un peu de la même manière. Ça s'est pas toujours très bien fini. Le côté homme providentiel qui vient comme ça de nulle part, il vient pas de nulle part, mais sauver un pays de la catastrophe, est-ce que ça marche? Aussi parce que, en réalité, l'échiquier politique italien est très compliqué, qu'il y a un jeu des partis. Et que, on l'a bien vu, on avait une coalition qui était un petit peu bancale, et qu'en réalité, il a suffi que Renzi enlève son soutien, alors qu'il représente en réalité aujourd'hui que 2% dans les sondages, pour pouvoir tomber ce gouvernement. Et donc, on peut avoir effectivement un consensus à un moment donné qui peut tout à fait se déliter pour des raisons véritablement de politique plus court terme. Et c'est exactement, alors ça va être intéressant, parce que celui qui fait tomber le gouvernement aujourd'hui, c'est Renzi, parce qu'il justement dénonce ces politiques de court terme. Et donc, on va voir si c'est un calcul de court terme qui fait ou de long terme. Ce qu'il faut reconnaître à Renzi, pour avoir regardé l'Italie depuis très longtemps, c'est que sur les 18 ou 24 mois de son mandat, j'ai rarement observé depuis 20 ans autant de réformes structurelles en si peu de temps. Ah oui. Que ce soit sur la justice, que ce soit sur la régionalisation, que ce soit sur la structure populaire des banques pour justement permettre la consolidation. Il a fait des réformes un peu tous azimuts qui ont permis la consolidation qu'on a vue récemment en Italie sur le secteur bancaire. Donc il a fait des choses et il a, y compris, finalement, fini par obtenir, à retard, la réduction du nombre de députés et de sénateurs. Donc il avait sans doute, Renzi avait sans doute quand même une vision un peu plus long terme et structurelle au travers des réformes qu'il a pu mener.
Ouais, Michel. bon, après, moi, je rappellerai que les gouvernements technocratiques en Italie, c'est assez fréquent. Et ce sont ceux, en général, qui ont la plus longue longévité. Qui dure le plus. D'accord. Voilà. En moyenne, c'est 18 mois, hein, c'est ça, grosso modo, si un je peu dis pas de moins, bêtises. c'est 11 Un peu mois. moins, C'est 11 11 mois, mois. d'accord. C'est 11 mois. Donc un gouvernement en Italie dure 11 mois en moyenne. Ouais. Donc et les gouvernements technocratiques un peu plus. Après, en fait, toute la question, là, on parlait de Mario Monti là, et d'autres précédemment, toute la question c'est est-ce que le Premier ministre d'un gouvernement technocratique veut avoir de vraies velléités politiques. Et quand je dis velléité politique, c'est avoir une assise politique, mais c'est surtout le contenu des réformes. Pour l'instant, on ne parle pas de ça, c'est pas l'objectif. Effectivement, il y a une crise sanitaire. Là, on peut penser que si Mario Draghi se cantonne à cet objectif, donc lutter contre la crise sanitaire et préparer le terrain pour de nouvelles élections, ils parviennent à faire passer les lois nécessaires. Ah ouais. Après, s'il y a de vrais objectifs politiques, que ce soit sur le marché du travail, les réformes des retraites, des questions de dépenses publiques, arbitrer en telle ou telle dépense d'investissement, là, on est dans le domaine politique. On choisit. Et là, ça devient effectivement plus compliqué. Et peut-être aussi que là, si Mario Draghi entrait sur ce chemin-là, en termes de perception du banquier central technocratique qu'il a été, extrêmement brillant, là, il y aurait une autre image, et une autre image aussi qui pourrait avoir des répercussions sur la vision qu'on peut avoir des banquiers centraux en général, et la question de l'indépendance entre banquiers centraux et puis le gouvernement. Donc, et vous dites quoi? Il ne faut pas qu'il sorte trop de son rôle, alors? Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Je dis simplement que s'il se tient à ce rôle-là, il a quand même beaucoup d'atouts pour mener à bien ce rôle-là. Et donc, on a une période devant nous, plusieurs mois, où on n'entendra pas beaucoup de bruit du côté de l'Italie. S'il passe de l'autre côté, ça va être plus compliqué en interne, et effectivement, et puis après, ça pourra poser des questions sur l'indépendance entre banque centrale et puis gouvernement. Bon, et ça n'aura échappé à personne qu'on a Janet Yellen, ancienne patronne de la Fed, qui est aujourd'hui en politique, secrétaire au Trésor aux États-Unis. Même parcours d'une certaine manière pour Mario Draghi, président de la BCE, et puis aujourd'hui président du Conseil italien. Qu'est-ce que ça vous inspire, Xavier? On est un peu loin du monde des entreprises, mais c'est quand même le gros sujet du jour, là, le retour de Mario Draghi. Ce qui est intéressant quand même, pour revenir sur la discussion de l'Italie, c'est que Draghi va arriver pour gérer, ou en tout cas pour essayer d'en terminer avec une crise cette fois sanitaire. Il n'y a plus de crise financière sur la dette italienne. Ouais. Et ça, c'est un point qui est très important. Qui découle aussi de la mutualisation des dettes qui a été acceptée par l'Union européenne. Donc ça, c'est un point quand même assez fondamental, parce que quand vous n'avez pas un incendie sur les taux gouvernementaux italiens, puisqu'aujourd'hui, ils sont parfaitement contrôlés et gérés. On a tous les outils pour gérer cette situation. Voilà, ça, c'est très intéressant. Et donc, ça veut dire que sur un aspect plus sanitaire, social, effectivement, sur des réformes de fond à mettre en place, je pense qu'il va pouvoir se consacrer à 100% là-dessus. Et l'autre élément, c'est peut-être directement sur le marché. Il est vrai que les crises politiques précédemment, notamment italiennes, faisaient peur au marché, faisaient peur je dirais, aux investisseurs globaux et internationaux qui voyaient un énième risque politique au sein de l'Europe. On l'avait vu, ça avait concerné aussi la France avant l'élection de Macron. On voyait ce risque d'extrême qui venait, ça s'est vu aux Pays-Bas, etc. Et je veux dire qu'aujourd'hui, on voit bien que ce risque politique et cette décote politique qui pesait sur les marchés européens, aujourd'hui, elle a vraiment diminué. Et ça revient au plan de relance supranational ou européen qui a été lancé, et surtout par l'émission des dettes mutualisées. Et ça, je pense que c'est un point extrêmement important. C'est structurel, c'est pas juste la BCE qui achète au quotidien pour calmer les marchés. Vous dites c'est structurel, le fait que les crises politiques aient moins d'impact de marché en Europe que précédemment. Ça se voit, effectivement, on peut le discuter sur le niveau de taux 10 ans italien, parce qu'effectivement la Banque Centrale Européenne rachète énormément d'actifs. Maintenant, sur le marché action en lui-même, là où ça aurait pu faire très peur, notamment sur les banques italiennes, etc., à la grande époque, ça n'a plus
cet impact qui était extrêmement marqué il y a quelques temps sur le marché européen. Encore un mot sur l'Italie, Oui, Draghi, Gilles. Juste sur est-ce qu'il va rentrer sur le champ politique. La difficulté qu'il va avoir, comme c'était rappelé, c'est de dire effectivement, on va arriver dans une période où il va falloir allouer, et c'est ce qu'a fait tomber le gouvernement Conté, les 200 milliards du plan. Oui. Et nécessairement, ces arbitrages-là sont nécessairement des arbitrages politiques. Donc il y a quand même une partie qui va se jouer qui peut être assez vite compliquée. Alors, on peut penser qu'effectivement, il peut y avoir des sujets un peu consensuels, mais ça va être un bel exercice de style. Et effectivement, pour remporter le consensus, ses capacités, ses qualités vont être utiles. Ce qui est intéressant pour l'Italie, c'est que c'est plus le sujet de est-ce qu'il faut plus d'austérité ou comment relancer la croissance. Là, c'est comment dépenser l'argent que l'Europe et l'Union européenne nous offrent, entre guillemets. Mais c'est exactement le point d'achoppement entre Renzi et Conté. Oui, bien sûr. Oui. On en vient à l'inflation, Michel. C'est là aussi phénomène spectaculaire aujourd'hui. Le comeback de l'inflation en zone euro. L'inflation cœur, l'inflation sous-jacente, comme on l'appelle, c'est en enlevant les prix volatiles de l'énergie ou de l'alimentaire, s'affiche à 1,4% sur un an en janvier, en première estimation. On venait de 0 quasiment, ou 0,2 je crois. Donc c'est un rebond sur un mois qui est historique dans l'histoire de la mesure de l'inflation en zone euro. Comment est-ce qu'on explique ce phénomène ? Donc vous avez raison de souligner qu'on n'a jamais vu ça dans toute l'histoire des statistiques de la zone euro. Donc un bond aussi prodigieux. Donc 0,2% à 1,4%, 0,2% en décembre, 1,4% en janvier. Nous, on pense que la Banque Centrale Européenne va plutôt avoir tendance à relativiser cette hausse. Un peu comme elle avait relativisé la faible inflation tout au long de l'année 2020. Parce que quand on regarde un peu dans les détails, il y a beaucoup de facteurs temporaires ou des one-shot, des choses qui vont arriver qu'une seule fois. Et ce n'est pas le début d'une nouvelle tendance, c'est ça. Et ce à quoi on s'attend, c'est que l'inflation sous-jacente, dès le mois de février, elle va rebaisser fortement. Alors, une raison simple, c'est en janvier, en général, il y a des soldes partout. Et là, il y a eu finalement beaucoup de pays où les soldes ont été moindres, fermés ou reportés à février. En Italie, il n'y en a pas eu parce que les boutiques non essentielles étaient fermées. Et donc, vous avez presque la moitié, un peu moins de la moitié de la hausse là, qui est expliquée par cet effet solde. Après, il y a d'autres facteurs, dont effectivement ce qui s'est passé en Allemagne, le retour de la TVA, la taxe carbone, des choses comme ça, qui expliquent ce bond. Donc, alors, ce à quoi la BCE va plutôt probablement relativiser et dire qu'elle s'attend à un profil très chaotique, parce que ce type d'effet, d'habitude en janvier, il y a les soldes, maintenant c'est plutôt en février, moins qu'avant. On en aura d'autres au cours de l'année. Et oui, c'est ça. Oui. Et on aura plein d'effets. Il y aura beaucoup de bruit, vous dites, tout au long autour de des l'année. chiffres d'inflation. Par exemple, alors, on parlait de l'inflation sous-jacente. Alors, il y en aura peut-être encore des bruits cet été, parce que souvenez-vous que les soldes avaient été reportés également, ou avancés, j'ai oublié. On va avoir le même phénomène cet été, mais c'est temporaire en fait. Et puis, on va avoir au printemps, là, à partir de mars, l'effet de base des prix de l'énergie. Je rappelle que le prix du pétrole, il était tombé à 30 et quelques dollars, même parfois de temps en temps à 0. Voire négatif sur certains contrats. Oui, les contrats étaient négatifs. Quand vous regardez sur quasiment le deuxième trimestre, ça fait en euros une hausse des prix du pétrole. Si le prix du pétrole restait au même niveau et l'euro au même niveau là, dans les prochains mois de 60% sur un an, donc vous avez une composante d'énergie qui va exploser. Donc on aura plein d'effets comme ça tout au long de l'année. Et je dirais il sera assez difficile de regarder la tendance, mais si la tendance sous-jacente, on la verra probablement en fait qu'en janvier le prochain, oui, c'est ça. Quand tous ces effets-là auront complètement disparu. L'effet Covid dont on parlait, les soldes, il n'y a pas que ça. L'effet prix du pétrole, les effets allemands. Et donc ça va être assez compliqué. Mais même avec ça, même avec tout ça, nous on regarde, si on regarde l'inflation sous-jacente qui est plutôt un meilleur marqueur de la tendance, en moyenne, elle devrait osciller autour de 1% ou peut-être légèrement au-dessus cette année.
Et pour les marchés, c'est quand même une inflation qui reste faible. oui, très médiocre. Oui, oui. Voilà. Et pour les marchés, ce sera un non-sujet. Vous dites, personne dans le marché va commencer à se dire, tiens, est-ce que j'ai pas raté un truc? Est-ce qu'il n'y a pas de l'inflation qui arriverait comme ça en zone euro pour je ne sais quelle raison? Mais c'est vrai qu'on observe depuis plusieurs mois maintenant un rebond graduel des anticipations d'inflation à long terme, y compris aujourd'hui. Mais bon, par exemple, si vous regardez l'inflation attendue dans 5 ans, donc entre 2026 et 2031, elle est en dessous de 1,4% l'an. D'accord. Et pareil, quand vous regardez l'anticipation attendue en 2022 par les marchés, en zone euro, elle est à 0,8%. personne dans le marché attend une dérive inflationniste en zone euro dans les prochaines années. C'est pas du tout la crainte du marché. Je crois que l'euro a même plutôt baissé. Mais bon, par contre, on n'a pas une situation où on s'enliserait dans une sorte de déflation. Xavier, l'inflation, c'est un sujet de marché ou pas là? Alors il y a plusieurs éléments. Il y a des éléments structurels qu'on n'a pas évoqués également. C'est la hausse du coût du travail. C'est vrai que Biden a, dans son programme. Ah ouais, c'est aux États-Unis. Oui, moi je parlais de la zone euro. C'est aussi vrai en Allemagne. Je vous rappelle qu'en Allemagne, le salaire minimum a augmenté, a quasiment doublé. C'est pareil que ça va être pareil qu'aux États-Unis. Je fais une vision un petit peu globale. Il n'a pas doublé, il est passé de 9,3 euros à 9,5 euros. Sur le salaire minimum ? Oui, salaire minimum. Bon, en tout cas, il y a structurellement, et ça, je parle d'une vision un petit peu globale pour les entreprises, c'est qu'elles font face aujourd'hui à effectivement une hausse des coûts matières qui est effectivement très importante. Vous l'avez évoqué sur l'énergie, c'est valable sur toutes les matières premières. Alors ça, c'est des choses, des tensions qui sont plus structurelles aujourd'hui d'offres et de demandes, de capacité de production qui ne sont pas à 100%, des sous-investissements également. Et puis, il faut que toute la chaîne logistique puisse se normaliser aussi, parce qu'aujourd'hui, par exemple, sur le prix des containers, je sais pas si vous avez si, on voit ça, il y a des goulots d'étranglement. Voilà, une demande qui a été réduite de 30%, des coûts du container qui ont été multipliés par 4, des délais qui s'allongent. Donc tout ça, quand même, au niveau des entreprises, aujourd'hui, elles font face à plusieurs risques. C'est quand même la hausse des prix, la hausse de l'euro également. Donc ça risque, et ça, il faudra le surveiller. Et ça va se répercuter, ça, à un moment, quand même, mis bout à bout, le coût des intrants, des matières premières, de la logistique, ça va se retrouver à un moment dans les prix. Dans le discours des sociétés qui commencent à faire attention au risque de change, attention à la hausse, des matières premières et des intrants, puisque ça va avoir un impact sur notre rentabilité sans doute dans la deuxième partie de l'année. Typiquement, Infineon, vous savez que le secteur des semi-conducteurs connaît une demande extrêmement forte, mais ils ont annoncé le fait qu'il y allait avoir un impact sur leur rentabilité cette année, notamment sur cette hausse des prix. Et le marché, pour l'instant, regarde la très forte dynamique qu'il y a sur le secteur. C'est un sujet entreprise par entreprise, cette question de coût, là, vous dites. Bien sûr, tout l'enjeu sera pour les entreprises d'avoir cette capacité à pouvoir répercuter ces hausses de coûts, tout confondu, aux consommateurs. Michel, un mot encore. Je vais apporter l'éclairage du macroéconomie sur le sujet. Est-ce qu'on peut craindre une inflation salariale ou une inflation de type effet de goulot d'étranglement qui se diffuse, et les données macroéconomiques ne le montrent pas du tout, même suggère le contraire. Quand vous regardez c'est vrai que le taux de chômage en ce moment, il est stable, il ne monte plus, je suis d'accord, mais l'emploi, quand vous regardez les destructions d'emplois, il y a plus d'un million d'emplois qui ont été détruits en Allemagne, 1,2 million, 1,3 million au cours de l'année 2020. Même si le taux de chômage il reste très bas. En France, on est à 800 000 emplois détruits. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Ça veut dire que au lieu que le chômage augmente, on a mis en place en Europe plein de dispositifs pour mettre ces personnes-là, c'est des emplois détruits, en dehors de la force de travail. Donc, le taux de participation a beaucoup baissé, mais le taux d'emploi a beaucoup baissé. Mais dès qu'on rouvre un peu l'économie, qu'on enlève tous ces dispositifs, on va avoir le taux de chômage qui va augmenter. Donc les modèles macroéconomiques suggèrent que cet excès d'offres de travail va avoir un impact. Et quand vous regardez la dynamique des salaires, en Allemagne, elle est très baissière. Quand vous regardez le consensus des économistes sur les salaires en Allemagne, on n'est même pas à 1,5% de hausse en moyenne. Donc c'est des choses assez faibles.
Est-ce qu'il Et faut... dernier point, Ouais. sur les, Michel. quand vous regardez les enquêtes, par exemple les enquêtes PMI, on a des enquêtes sur les prix. Est-ce que au niveau agrégé, sur tout le secteur manufacturier, le pricing power, la capacité de fixer les prix des entreprises augmente? Elle augmente un peu, mais d'un niveau très très dégradé. Et grosso modo, ça suggère qu'on va avoir des pressions, si on met ça dans des modèles, qu'on continue d'avoir des pressions baissières. Hein. C'est ça aujourd'hui ce que la macroéconomie suggère. Est-ce que ça veut dire que la BCE va devoir en faire plus? Encore? Malgré un chiffre d'inflation historique au plus haut depuis 5 ans, là, sur le mois de janvier, si ça doit rebaisser? Non, on ne croit pas, parce qu'en fait, on voit bien que la BCE depuis le départ de Draghi, et donc l'arrivée de Mme Lagarde, a arrêté avec l'idée du whatever it takes. Donc avant, on se souvient, Draghi, c'était dès que mon staff, la BCE, fait des prévisions d'inflation à moyen terme, à 2-3 ans, qui sont très en dessous de 2%, et pour lui, très en dessous de 2%, c'était 1,7%, il faut en rajouter. Et, là, on voit bien que le discours de Christine Lagarde en ce moment, c'est on est confiant qu'à moyen terme, l'inflation reviendra. Je rappelle que les prévisions de la BCE à 2023 d'inflation, c'est 1,2 pour l'inflation sous-jacente. Donc, moyen terme, c'est beaucoup plus loin que 2023. Et notre priorité, ça fait écho au débat qu'on avait sur l'Italie, c'est de maintenir des conditions financières favorables. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais on imagine que c'est les spreads, c'est les conditions de financement du système bancaire, des entreprises en général. C'est ça la priorité. Donc c'est une autre matrice, c'est une autre fonction de réaction. Vous Et dites. donc la fonction de réaction, ce sera effectivement s'il y a des chocs dans l'économie qui dégraderaient ces conditions de financement. Et aujourd'hui, vu qu'on a plutôt un scénario de reprise, a priori, les conditions de financement ne sont pas anticipées. Voilà, il faudra un nouveau choc. Ouais. Bon, l'euro a plutôt un peu baissé encore aujourd'hui, autour de 1,20 pour l'euro-dollar. Un mot des entreprises, il nous reste 5 minutes. Gilles, avec vous, je voulais qu'on dise un mot de Publicis. Ça a été une des vedettes du jour avec le secteur automobile, mais le marché a très bien réagi aux chiffres de Publicis. Alors, au terme d'une année pandémique évidemment inédite, le groupe s'en sort plutôt bien avec des chiffres assez solides. Pour nous, ça a été une satisfaction. Je crois que c'est un titre dont on avait parlé ensemble lors d'une précédente émission, parce que ces chiffres, ils viennent valider notre thèse qui était celle d'une entreprise en transformation. Le secteur de la publicité fait face à des mutations importantes et Publicis avait, notamment par l'ajout et l'incorporation justement des technologies digitales, et Publicis, pour nous, était dans cette phase de transformation. Et si on voulait bien croire à cette thèse de la transformation, effectivement, ça pouvait justifier un maintien des marges et un maintien de la capacité à générer du free cash flow. Et pour nous, cette thèse, elle a été validée au travers des résultats de ce matin, mais également par les très nombreux gains de contrats qu'ils ont pu avoir tout au long de l'année dernière. Et ce qui est intéressant, surtout dans un marché aujourd'hui où on peut se dire finalement le marché est quand même assez bien valorisé du fait des taux d'intérêt bas, on a, quand on est face à ce type d'entreprise en transformation, des potentiels importants de revalorisation, parce que quand on a ces entreprises en transformation, généralement, ça augure une remontée de la marge à un certain moment, qui peut entraîner une revalorisation des multiples. Et typiquement, quand on regarde aujourd'hui un titre comme Publicis, il prévoit une amélioration de la marge là, cette année. Il prévoit une amélioration de la marge, mais en réalité, aujourd'hui, on a un titre comme Publicis qui se paye 9,5 fois les résultats de l'année, alors même que c'est historiquement une société qui traitait entre 12,5 et 13, c'est-à-dire avec une légère décote sur les niveaux de marché. Aujourd'hui, le marché se traite plutôt à 15 fois. Donc si on prend juste la peine d'appliquer le multiple historique, parce qu'on se dit finalement l'entreprise elle n'est pas morte et elle va être en mesure de générer les cash flows qu'elle a eu l'habitude de générer, mais finalement c'est encore une entreprise qui finalement en 2020 a fait mieux que le marché, mais qui en réalité a encore un potentiel d'appréciation qui aujourd'hui pour nous est encore important. Et vous gardez vos Publicis, si je comprends bien. D'autant qu'en plus, encore une fois, dans un environnement de taux zéro, ils ont confirmé le dividende ce matin, on va avoir un dividende qui va être de l'ordre de 4%. Donc, revalorisation du multiple
dividende à 4%, ça me semble être une thèse d'investissement intéressante. Et je pense qu'il faut effectivement prendre la peine de s'intéresser à ces sociétés. Alors, elles ne réussissent pas toutes, hein. Donc faut être un peu attentif. C'est le boulot du gérant, oui. Mais ces modèles qui sont en transformation sont vraiment intéressants. Ouais. Bon, le cours de bourse de Publicis qui a effacé complètement la chute du deuxième trimestre de 2020. Hein. Ils ont terminé 2020 en positif, boursièrement parlant. Sur les entreprises, les résultats d'entreprise, Xavier, qu'est-ce qui vous intéresse jusqu'à présent? Ça commence tout juste en Europe, les grandes publications. On a un peu plus aux États-Unis, mais qu'est-ce que vous retenez? Prochaines journées et prochaines semaines qu'on aura vraiment la majorité des publications. Globalement, ce qu'on constate, c'est que notamment sur les entreprises industrielles, le discours des managements montre qu'il y a vraiment une reprise d'un cycle. D'un cycle d'investissement industriel. On l'évoquait avant l'émission, mais c'est vrai qu'en fin de cycle, généralement, les sociétés industrielles ne se lancent plus dans des plans de capex très importants. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a du restockage, certes, parce qu'il y a beaucoup d'industries qui avaient des stocks extrêmement bas. Ça a permis d'ailleurs à de nombreux acteurs de pouvoir bien s'ajuster pendant cette crise en ne supportant pas un poids trop important des stocks. Mais vous avez aussi cette reprise des capex industriels qui se fait, alors qui a été, je pense, accélérée aussi par cette volonté de digitaliser l'industrie. Je pense que les résultats de Siemens l'ont montré aujourd'hui, mais tout ce qui est automatisation des chaînes industrielles, digitalisation, les smart infrastructures, etc. Tout ça, il y a une dynamique de fond qui est extrêmement solide. Et donc les boîtes que vous suivez, elles ont retrouvé de la visibilité suffisante pour relancer un cycle d'investissement? Alors pour relancer un cycle d'investissement, pour donner des guidance pour l'année et tout ça, parce qu'elles voient un carnet de commandes qui se regarnit. Alors ça peut être dans certains secteurs aidé par les nombreux plans de relance qu'il y a à travers le monde. Mais chez InnoCap, on reste convaincu qu'on est sur le redémarrage d'un cycle et les données microéconomiques et les signaux qu'envoient les entreprises confirment pour nous cette lecture. Un mot pour conclure sur la macro, justement, avec vous, Michel. Il nous reste une minute. Mais l'idée du retour, de la reprise du cycle en zone euro, on comprend quand même que c'est très lié au rythme de vaccination et que ce point de vue-là, peut-être que la reprise en zone euro cette année sera un peu plus lente, un peu moins intense que prévu. Je lisais chez un de vos confrères que si on veut tenir l'objectif de vacciner grosso modo tous les adultes en Europe d'ici l'été 2021, il fallait multiplier par 6 le rythme de vaccination. Aujourd'hui, la Commission européenne communique sur 2 objectifs. Le premier, c'est... La première étape, c'est les personnes fragiles, vulnérables. Ça semble envisageable dans le cours du deuxième trimestre. Ouais. Et la deuxième objectif, c'est l'immunité collective, 70% de la population vaccinée. Et ça, c'est effectivement la fin de l'été. Ça, c'est les objectifs. Mois de septembre. Et voilà. Et effectivement, par rapport au rythme qu'on a observé au mois de janvier et les premiers jours de février, il faut multiplier par 5 ou 6 le rythme de vaccination pour arriver à ces 2 objectifs. Quelle hypothèse vous faites, vous, chez Société Générale là, non, ça nous semble, encore une fois, ça nous semble possible, sachant que quand on compare ce qui se passe en Union européenne, en France et en Union européenne, et ce qui s'est passé au Royaume-Uni et aux États-Unis, il y a quand même des raisons objectives qui expliquent le retard général à l'allumage, dont la mise à disposition des vaccins. Après, ça va beaucoup dépendre. Il y a bien sûr une logistique, question de logistique spécifique à chaque pays, mais beaucoup va dépendre de la mise à disposition des vaccins. Mais ça veut dire qu'on pourrait, sur le front de la croissance, ne pas être aussi déçu que ce qu'on craint aujourd'hui au cours de cette année 2021 ? Oui et non. En fait, je sais. Là, encore une fois, effectivement, on ne peut envisager qu'une ouverture forte de l'économie, un retour quasi anormal que le jour où on aura une immunité collective. On peut envisager les premières levées des restrictions le jour où le système de santé sera moins saturé. Donc de là, l'idée de vacciner les plus vulnérables. Comme je le dis, c'est quelque part entre le deuxième trimestre et la fin de l'été. La date exacte, on va avancer. Nous, on a nos propres projections qu'on vous soumettra la prochaine fois. Mais après, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Mais c'est vrai qu'il y aura un retard fort par rapport aux États-Unis et probablement que le Royaume-Uni.
Différentiel de vaccins, différentiel de croissance en ce début d'année 2021. Merci beaucoup messieurs d'avoir participé à Planète Marché ce soir dans Smart Bourse sur Bismart. Michel Martinez, chef économiste Europe de Société Générale CIB, Gilles Guibaud, responsable action européenne d'AXA IM et Xavier de Buren, directeur adjoint de la gestion d'Inocap Gestion. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est l'ère du figital dans le monde de la gestion d'actifs et dans le monde du conseil en gestion de patrimoine. L'ère du figital qui est incarnée ces derniers jours par le rachat de Net Investissement par Primonial. Et le cofondateur de Net Investissement, l'un des deux cofondateurs de Net Investissement, est avec nous à distance depuis Bordeaux, j'imagine. Stéphane Van Nuffel, bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous, Stéphane. Bonsoir, j'ai deux questions. Oui, votre vision, l'ère du figital pour le monde du conseil en gestion de patrimoine, mais quand même déjà, le deal, la genèse du deal, côté netinvestissement.fr, comment est-ce que ça s'est conclu? Pourquoi maintenant, Stéphane? D'abord, Grégoire, vous savez, j'ai pris mes lunettes de soleil, j'avais prévu de prendre de longues vacances et une longue retraite, donc c'est pour ça que ça s'est prévu. Non, je vous dis ça pour faire un petit clin d'œil, parce qu'évidemment, on nous a posé la question. Vous n'arrêtez pas de travailler alors, Stéphane? Ça fait 2 ans que la croissance de notre modèle, très figital, comme vous l'avez rappelé, nous imposait à Karl et à moi de structurer notre entreprise, principalement d'humains. Ça peut être bizarre pour une fintech, mais de fonctions support, parce que nous ne sommes pas omniscients, omnipotents, et il n'y a que 24 heures dans une journée. Ensuite, évidemment, d'outils et bien sûr de relais de visibilité, puisqu'on commence à être pas mal connu, mais il fallait continuer à utiliser et à avoir un coup d'avance sur les réseaux sociaux, YouTube, etc. Donc ça fait 2 ans que nous avions pris notre petite mallette pour rencontrer différents fonds d'investissement qui voulaient s'intéresser à un projet comme le nôtre. Et dans ces discussions-là, s'est présenté plusieurs groupes de notre métier, alors soit la banque, soit la gestion de patrimoine, soit l'assurance. Et évidemment, nous n'étions pas du tout prêts, nous, à Karl, à envisager comme ça un rapprochement et une absorption, excepté avec le groupe qui nous ressemblait le plus dans la philosophie et en tout cas dans les équipes qui les dirigent, et c'était le groupe Primonial. Voilà, donc quelque part, pour nous, on avait besoin de ce levier d'accélération de croissance, et on s'est dit, en entrant au sein du groupe Primonial, on va pouvoir bénéficier de tout ce qu'ils ont fait déjà, eux, dans leur ultra-croissance il y a 10 ans. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils viennent comme nous d'un CGP indépendant au départ. Et finalement, on s'est très bien retrouvé sur le rebond que ça pouvait nous donner. Et concrètement, Stéphane, puisque vous avez rangé vos lunettes de soleil après votre petite blague, vous allez continuer de travailler. Donc, Stéphane, c'est quoi la feuille de route là, pour Net Investissement au sein de Primonial ? Alors, je vais faire un truc très simple, c'est que le groupe Primonial, au travers de la vision de Stéphane Vidal et de Rachel de Valicourt au niveau de la distribution, puisqu'elle est la nouvelle directrice générale chargée de la distribution, c'est de compléter le parcours client de la gestion de patrimoine ou de la gestion privée. Voilà, donc avec tous les pôles et tous les services qu'un groupe comme Primonial proposait jusque-là, en gestion privée interne, les services au CGP indépendant, l'animation de CGP indépendant, il leur manquait en fait une brique, qui était la brique plateforme de solutions d'investissement en architecture ouverte. Donc finalement, Net Investissement, qui est une marketplace de solutions de placement, la première en France, je vous le rappelle, Grégoire, vient compléter ce service pour des clients qui ont besoin aujourd'hui d'avoir une relation en sweatshirt avec quelqu'un à distance qui parle de toutes sortes de produits, évidemment des solutions de qualité de Primonial, mais aussi des solutions de qualité d'autres partenaires, puisqu'il n'y a aucun sujet sur la table. Et on va développer, nous, Net Investissement au sein de ce pôle de distribution en gardant une totale indépendance pour que le parcours client et toutes les typologies de clients du marché soient servis. Et on a trouvé que c'était intelligent parce que ça va permettre de combler ce qui manquait finalement à la part digitale, la marketplace avec une vision un peu différenciante. Et nous, ça va nous apporter la structure et les services, parce que les produits, on les distribuait déjà, Primonial étant incontournable quand on est un CGP de qualité. On va continuer finalement à distribuer les services et les produits de nos partenaires, ni plus ni moins qu'avant, avec la même vision finalement de faire rentrer le digital et le figital encore plus dans notre métier. Et vous avez démarré là-dessus. Évidemment, nous, c'est pas une chance parce qu'en crise sanitaire, on peut pas parler de chance. Le figital était parfaitement adapté à ce qui s'est passé sur les 10 derniers mois en France. Et évidemment, pour des groupes comme Primonial, comme pour d'autres, c'est devenu encore plus une priorité. Donc, évidemment, rencontre
de personnalités qui ont envie de bosser ensemble, il faut se le dire, hein, Grégoire, nous on a envie de bosser avec Stéphane et avec Rachel, et je pense que c'est réciproque. Le marché a besoin de se digitaliser ou de se figitaliser parce que les confinements nous ont fait prendre conscience que l'outil était hyper valable. Je pense qu'il y a alignement de planète et que ça va très bien se passer. En tout cas, Karl et moi, on est très contents. Il y a eu une prise de conscience dans vos métiers. Alors, je sais que vous en êtes le pionnier, Stéphane. C'est pas vous spécifiquement, mais l'idée qu'on avait peut-être abandonné les problématiques du client, qu'on avait peut-être un peu trop mis de côté la satisfaction client. On parlait tout à l'heure d'Amazon et de Jeff Bezos. Jeff Bezos, un des grands héritages finalement de l'ère Bezos, c'est d'avoir mis la satisfaction client au cœur de tout. Et là, je lis effectivement les déclarations de Rachel de Valicour le jour du rachat. Voilà, chaque épargnant va pouvoir trouver au sein de Primonial un interlocuteur qui correspond à sa façon d'aborder la gestion de son patrimoine. À son rythme, l'épargnant va pouvoir découvrir des contenus pédagogiques en fonction de ses centres d'intérêt à lui. C'est quelque chose qui avait été un peu oublié dans vos métiers de conseil, peut-être, ces dernières années, Stéphane ? Je ne crois pas que c'était oublié dans nos métiers. Alors là, vous allez me dire, je fais le chauvin. Je pense que nous étions très, très, très nombreux, c'est-à-dire quasiment 99% de la profession de CGP indépendant. Et je mets le groupe Primonial, malgré sa taille, comme Net Investissement, malgré sa notoriété, comme un CGP indépendant. On était très, très, très nombreux à très bien s'occuper de la satisfaction de nos clients. Nous avons, depuis 5 ans, un outil qui s'appelle Avis Vérifié, comme peut l'avoir Amazon ou Sarenza, pour que nos clients mettent des contenus. Donc évidemment, nous, ça nous parle et on n'a pas à rougir ni à discuter de ce sujet. Les CGP font bien leur travail. Je pense que c'est plutôt vers les banques et vers les réseaux classiques de distribution. Ce n'est pas leur faute, hein, c'est juste qu'ils se sont devenus des mastodontes, où là, vraiment, le client était très insatisfait, pardonnez-moi. Et nous, qui sommes une marketplace, on les retrouve beaucoup. Mais je vais un peu plus loin, Grégoire, que la satisfaction client, et vous allez me dire c'est lié. Surtout aujourd'hui, moi, je pense qu'on est rentré, et ça n'a rien à voir avec le Covid, hein, on est rentré depuis quelques années dans une société de services. Et Karl et moi avons créé un pure player fintech qui jamais n'a voulu que son modèle ne ressemble à Uber. C'est-à-dire qu'en fait, Internet, pendant trop longtemps, a été vu comme du frais zéro, du je casse les prix. Mais si vous cassez les prix, si vous faites du frais zéro, il y a un moment donné, vous faites du zéro service. Et donc, Grégoire, pour répondre à votre question, vous avez du zéro satisfaction client. Vous n'êtes pas Robin Hood, Stéphane ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas Robin Hood. Ça va vous choquer peut-être, et j'ai rien ni contre l'un ni contre l'autre. Si vous achetez une Renault, il faut que vous payiez le prix d'une Renault. Si vous achetez une Mercedes, il faut que vous payiez le prix d'une Mercedes. Ça n'est absolument pas un jugement de valeur. On rêve tous d'acheter une Mercedes au prix d'une Renault. C'est pas possible, sinon il y a un loup. En revanche, pendant trop longtemps sur certains services, et je l'ai vécu parce que ça fait 20 ans que je fais ce métier, on avait tendance à avoir des clients qui nous arrivaient, nous, en nous disant on m'a vendu une Renault le prix d'une Mercedes. Et bien ça, Grégoire, c'est plus satisfaisant parce qu'en fait, Internet, Google, les réseaux sociaux, les outils de satisfaction client comme Avis Vérifié, Trustpilot, etc., ont permis une prise de conscience aux fournisseurs de services que nous sommes tous, que nous vendions de l'industriel, du service financier ou des voyages. Il y a un moment donné, l'avis client, figurez-vous, et j'ai compris votre question, elle est revenue au centre de la discussion, mais normalement, elle n'aurait jamais dû en partir. Donc, évidemment, Primonial a mis ça dans son ADN il y a plus de 10 ans. Net Investissement a été construit uniquement sur le principe de récupérer sur une plateforme digitale, par l'intermédiaire des moteurs de recherche, des gens qui ne sont pas satisfaits ou pas rassurés de ce qu'on leur a proposé. Donc, ils viennent chercher chez nous une confirmation de ce qu'ils sont en train de faire, est-ce qu'ils le font bien, un tiers de confiance, et ils viennent chercher chez nous, sinon, des solutions qui ont été validées parmi les meilleures. Donc nous, notre ADN, il est évidemment comme celui de Primonial sur le service client et donc la satisfaction client. C'était là aussi un point de rencontre. Merci beaucoup Stéphane. À très vite sur l'antenne de Bismart et dans Smart Bourse. Stéphane Van Nuffel qui était avec nous à distance depuis Bordeaux en visioconférence. Le cofondateur, un des 2 cofondateurs, citons Carl Toussaint Duvast, également l'autre cofondateur de netinvestissement.fr. Ainsi se termine Smart Bourse pour ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart Télé. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.